compte cet héritage historique, on en est. Je pense qu'il faut vraiment que tout le monde mesure la gravité de la situation mondiale. Il faut la situer d'abord dans l'histoire. Nous sommes pour la première fois dans une situation dans laquelle un seul impérialisme prétend dominer le monde. Auparavant, vous aviez, juste avant, la situation d'un monde bipolaire, avec le camp de l'Est et le camp de l'Ouest. Chacun des deux camps était contraint de prendre en compte l'autre, ne pouvait pas faire ce qu'il voulait, et donc faisait attention aux réactions de l'autre. Auparavant encore, vous aviez un duopole. Français et britanniques dominaient le monde. Chacun d'entre eux devait faire attention à l'autre et avait un contrepoids. Pour la première fois dans l'histoire moderne de notre humanité, je dis moderne, en gros, c'est pour la distinguer de l'Antiquité, pour la première fois, nous avons une situation d'unipolarité. Et cette situation, elle est porteuse d'énormes dangers. Elle est née quand? Elle est née avec la disparition de l'URSS et chacun fait l'analyse qui est la sienne. On n'est pas obligé d'être d'accord sur la nature de ce qu'était l'URSS. Par contre, même si on n'est pas d'accord sur la nature de l'URSS, on peut être d'accord sur les conséquences de la disparition de la bipolarité. Et la disparition de la bipolarité va entraîner une situation d'unipolarité. Si vous regardez les discussions qu'il y a aux États-Unis, au sein de l'appareil d'État, vous savez, aux États-Unis, lorsque le capital financier, les dominants, ceux qui dominent l'économie, ont besoin d'une théorie pour justifier une guerre, etc., on fait appel à ce qu'ils appellent des boîtes de pensée, des think tanks. Donc ce sont des gens comme moi, mais qui acceptent de dire ce qu'il faut dire pour être bien payé. Donc moi, ça ne m'intéressait pas. Ça ne m'intéressait pas. Et donc, à ce moment-là, c'est très intéressant d'aller étudier les commandes qui ont été faites au think tank. Quelles questions on leur a posées? Et on leur a posé une question toute simple. Comment justifier que les États-Unis doivent être la seule puissance mondiale? Comment? Quelle théorie va nous permettre de mettre ça en avant? Et on va avoir dans les multiples théories qui vont être proposées, il y en a certaines que vous avez entendues, on va avoir une première théorisation qui va être reprise par le gouvernement états-unien, c'est la théorie de la fin de l'histoire. Donc c'est Fukuyama qui va produire un énorme texte théorique qui va être utilisé, après simplifié, transformé en brochure, en document de propagande, etc. La fin de l'histoire, en gros, oui, le monde n'est pas bien, mais c'est le meilleur qu'on puisse avoir. Donc ça, c'est à l'adresse des militants. Arrêtez de vouloir plus. Si vous voulez plus, ça va être la dictature, ça va être la catastrophe, etc. Habituons-nous, hein. Contentons-nous de ce que nous avons. C'est déjà pas mal. Mais ça, ce n'était pas suffisant parce que pour rester une puissance unique, il fallait détruire un certain nombre d'États qui pouvaient s'opposer à cela, qui n'avaient pas intérêt à cela. Et donc, on va avoir une seconde théorie qui est aujourd'hui dominante, qui est la théorie de Trump, qui est la théorie du choc des civilisations, et qui est un cataclysme qui va nous conduire au fascisme si nous ne sommes pas capables de l'arrêter. Elle est écrite, d'abord c'est un article qui est écrit, et ça intéresse tellement la classe dominante états-unienne qu'on demande à l'auteur, ça n'est jamais arrivé jusqu'à présent, qu'on demande à l'auteur, tu ne peux pas le transformer en bouquin? Tu ne peux pas développer... Alors, que dit cette théorie? Elle dit que les conflits ne sont pas des conflits de classe. Ce ne sont pas des conflits pour les matières premières. Tout ça, c'est du passé. Désormais, les conflits sont des conflits entre civilisations. Les civilisations sont incompatibles les unes avec les autres. Les civilisations sont des blocs étanches, ayant des intérêts contradictoires les uns avec les autres. Et par conséquent, la civilisation occidentale, donc on invente une civilisation occidentale, parce que pour parler de civilisation de cette manière-là, il faut enlever la diversité de ce qu'on regroupe. Et donc on va homogénéiser, donc on va dire, il y a une civilisation blanche, occidentale, et cette civilisation occidentale,
eh bien, on va l'appeler judéo-chrétienne. On a une civilisation judéo-chrétienne, c'est une invention. Elle s'oppose, et c'est très intéressant de voir les civilisations présentées comme danger pour la civilisation occidentale. Vous avez la liste de toutes les guerres que nous avons depuis la décennie 90. On nous dit la civilisation arabo-musulmane. Ça va d'ailleurs provoquer une mutation du racisme. C'est ça qui va amener le racisme anti-algérien ou anti-arabe à se transformer en islamophobie. Parce que cette fois-ci, c'est une civilisation. Vous avez la civilisation orthodoxe. Et vous pouvez aller regarder un certain nombre de manipulations qui ont eu lieu dans la préparation des conditions de la guerre en Ukraine. Vous avez de présenter la civilisation confucéenne, la Chine, comme ennemi. Bref, il y a l'idée qu'il faut s'opposer à toutes les civilisations. Alors pourquoi ça intéresse la classe dominante? C'est parce que la classe dominante états-unienne se dit, si je veux maintenir mon pouvoir, je dois détruire tous les États, quel que soit leur régime politique, qui pourraient s'opposer à moi. En gros, tous les États qui ont une certaine taille, qui ont un certain nombre de ressources, qui ont une histoire qui leur permettrait de s'opposer à une domination, il s'agit de les faire éclater. Nous entrons dans l'ère de balkanisation. Et c'est l'ère de la barbarie. C'est l'ère de la barbarie. Ici en Occident, on a vu se développer l'idée qu'il y avait des guerres justifiables parce qu'il y avait des dictateurs à la tête de ces pays. Mais ça, c'est une manière de cautionner une stratégie états-unienne. Et donc on a eu une guerre en Irak sous prétexte de s'opposer à un dictateur. Et l'Irak, ça a été des millions de morts. Et un pays qui a été renvoyé plusieurs siècles en arrière en termes de développement social, économique, industriel, etc. Et le pays est encore aujourd'hui en instabilité. Vous avez eu, on a aujourd'hui la Syrie, mais vous avez eu la Libye. À chaque fois, soi-disant, il faut faire une guerre pour libérer des femmes, comme en Afghanistan, c'est bien, les Dominikens qui veulent libérer les femmes, c'est extraordinaire quand même. Ailleurs, c'est pour protéger une minorité. Bref, tous les prétextes pour obtenir le consentement à la guerre. Et aujourd'hui, cette même logique est en train de se construire pour nous amener à accepter l'idée d'un surarmement alors qu'on n'a même pas de quoi, soi-disant, financer nos retraites. Et donc nous sommes dans une période dans laquelle, et ça a été élaboré en termes de plans, ils appelaient ça les plans de redessiner les cartes. Il y a 8 versions de ces plans aux États-Unis, des plans officiels. Hein. Et certains m'ont dit, il y a 3 ans, m'ont demandé si j'étais un marabout. Parce que j'avais annoncé la guerre qui venait. J'ai dit non, j'ai juste lu les rapports de la CIA. Il faut lire les rapports de la CIA. La CIA, elle a un avantage, c'est qu'elle publie ses rapports 30 ans après. Elle les publie. Et ils disent tout. Et donc la guerre d'Irak était prévue. La guerre de Syrie était prévue. La guerre du Congo était prévue. On a cette dimension de balkaniser tous les États qui pourraient s'opposer aux intérêts états-uniens. Et on voit bien qu'ils ont suivi cette dynamique-là. Alors, dans quelle séquence sommes-nous aujourd'hui? Si l'on regarde de près ce qui se met en place, c'est extrêmement intéressant, et je reviendrai à la Palestine après, parce que si je fais cet écart, c'est pour bien illustrer sur la Palestine. C'est l'idée, c'est de généraliser l'expérience qu'on a eue au Moyen-Orient aux autres régions du monde. Autrement dit, d'avoir des États surarmés pour gérer l'ensemble d'une région. Je pense que le soutien qui ne cessera pas, Trump le dit, hein, qui soutiendra Israël encore plus que Biden, mais il n'y a pas que ça. Hein. Le Congo, 10 millions de morts. 10 millions de morts. Et on a un Rwanda soutenu par les États-Unis, surarmé, un petit État, comme l'État d'Israël, surarmé pour gérer l'ensemble d'une région. Je pense que du côté de l'Afrique du Nord, la question du Maroc, le Maroc est pensé et perçu comme pouvant être un État permettant de gérer l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest rebelle, puisqu'ils font des coups d'État demandant à l'armée française et états-unienne de quitter la région. Donc et donc on cherche des sous-impérialismes
des États relais, des États vassals, capables de gérer l'ensemble d'une région. Autrement dit, ce qui se passe en Israël, Israël a été l'expérimentation d'un mode de gestion des peuples, d'un mode d'oppression des peuples par États régionaux interposés. Alors si je dis tout ça, c'est pour qu'on prenne bien conscience que une partie de notre avenir et de l'avenir de nos luttes, quelles que soient les luttes dans lesquelles vous êtes engagés, une partie de notre avenir et de l'avenir de nos luttes se joue en Palestine. Se joue en Palestine. Pour une raison toute simple. Le peuple palestinien ne peut pas ne pas résister. Tous ceux qui annoncent la fin de la résistance palestinienne se trompent complètement. Les États-Unis sont beaucoup plus lucides que beaucoup de nos soi-disant experts de CNews et compagnie qu'on voit. Les États-Unis le disent ouvertement. Un des responsables de l'armée états-unienne souligne par exemple que le Hamas a eu un nombre de recrues dans la jeunesse comme il n'avait jamais eu. Que non seulement il a autant de combattants qu'avant le 7 octobre, mais que ça s'est rajeuni et que de très nombreux jeunes sont venus rejoindre les rangs du Hamas et d'autres organisations palestiniennes. C'est la méconnaissance des dominants que de croire qu'une violence totale va supprimer la résistance. C'est exactement l'inverse. Toute l'histoire des peuples montre que quand il y a une violence barbare, ça suscite des entrées en résistance. Donc le peuple palestinien ne va pas cesser de résister, quelles que soient les circonstances. Mais il faut prendre la mesure du rapport de force. Le peuple palestinien ne peut pas vaincre, ne peut pas obtenir seul. Il y a une disproportion des forces qui est telle, il ne se bat pas simplement contre un État colonial comme le peuple algérien par rapport à l'État français. Il se bat, puisque c'est un colonialisme collectif, contre l'État d'Israël, mais contre l'ensemble des soutiens de ce peuple, de l'État d'Israël. Et donc le peuple palestinien est condamné à résister, mais aussi peut déboucher. Il faut qu'on soit franc entre nous. Le génocide peut aller jusqu'au bout. Le génocide peut aller jusqu'au bout. La seule manière d'éviter cela, c'est ce que nous avons connu avec le Vietnam, où le génocide pouvait aller jusqu'au bout aussi. C'est la mobilisation internationale. Autrement dit, quand on est devant un rapport de force aussi disproportionné, les luttes du peuple qui se bat et la solidarité internationale sont les deux conditions absolument nécessaires pour changer le rapport de force. En 1966, avait lieu à La Havane un regroupement très hétéroclite, parce qu'il y avait des gens qui ne s'entendaient pas, mais qui avaient un point commun, c'était les anticoloniaux, quelle que soit leur tendance, qui se réunissaient. Et donc les gens avaient quitté, il y avait des gens qui avaient quitté leur maquis de Guinée, qui se battaient contre le colonialisme portugais en Guinée, ils l'avaient quitté pour être à La Havane. Il y avait des gens des mouvements contestataires du monde entier qui étaient à La Havane, et ils avaient décidé, enfin ils avaient, une de leurs conclusions était la conclusion suivante, et j'en arrêterai là pour qu'on puisse discuter et débattre, et ils disaient qu'il fallait soutenir bien entendu toutes les luttes, mais que certaines d'entre elles avaient des conséquences sur l'ensemble de l'humanité et qu'elles devaient donc avoir une place particulière. C'est ce qu'ils appelaient les questions brûlantes. Ils en avaient cité 3 à l'issue de cette conférence de La Havane. Il y en avait 3 qui étaient donc des engagements de soutenir plus particulièrement ces luttes. Il y avait le Vietnam. Et nous avons eu un mouvement inédit de soutien au peuple vietnamien. Les nouvelles générations peuvent ne pas connaître, mais il faut faire connaître cela. Dans ce pays, ici en France, on a eu des gens, je dis ça parce que j'aurais bien aimé le voir là avec la Palestine, on a eu des gens qui se sont couchés sur les rails des trains pour que les armes ne parviennent pas, qui ont empêché des embarquements d'armes sur les navires qui allaient au Vietnam, etc. Donc on a eu des actions héroïques qui ont été menées, mais ça c'est au niveau mondial, on a eu cette solidarité avec le Vietnam. Secondo, l'apartheid en Afrique du Sud, c'était la seconde question brûlante. On a eu un mouvement aussi extrêmement impressionnant.
Et puis, la troisième question, ben, c'était la Palestine. Et on la retrouve aujourd'hui comme étant la dernière question brûlante qui n'a pas donné naissance à un mouvement massif, même si cette année, on a passé un cap qualitatif en termes de conscience et de mobilisation. Vous le voyez bien quand on regarde un peu cette histoire, et j'ai été contraint d'aller assez vite, quand on regarde un peu toute cette histoire, ça n'a rien de religieux. À chaque fois que l'on vous contentera de vous expliquer le conflit sur place comme étant un conflit religieux, on nous ment. Seconde conclusion, il ne faut surtout pas être intimidé par les tentatives de traiter les militants antisionistes d'antisémites. La réalité est exactement inverse. C'est le mouvement sioniste qui, à plusieurs reprises, a tenté une alliance avec les antisémites tant que ça arrangeait leurs intérêts. Je vais vous en donner un autre exemple, parce que vous pouvez me dire qu'il exagère. Pendant la Seconde Guerre mondiale, au tout début des actes antisémites du gouvernement allemand, comment, d'après vous, a réagi la communauté juive mondiale? Et là aussi, vous pourrez regarder les documents. Elle a réagi en décidant un boycott des produits allemands, qui a commencé à produire ses effets. Exactement comme les Palestiniens nous disent BDS, il faut boycotter. Qui a commencé, je donne les chiffres, les Allemands étaient inquiets de l'effet du boycott. C'est-à-dire qu'ils arrivaient, ils interpellaient les syndicats décidaient de ne plus acheter de produits allemands. Donc dans le monde entier, il y avait ce boycott qui se mettait en place. Comment les nazis sont sortis de cette difficulté? Ils ont signé un accord avec le mouvement sioniste, les accords Arabat, qui sont des accords qui permettaient, non pas à tous les juifs, aux juifs riches d'Allemagne, de sortir de l'Allemagne nazie, de s'installer en Palestine, à condition qu'ils mettent toutes leurs richesses sur un compte en banque, et bloqué, et qu'ils ne pouvaient le débloquer que par l'achat de produits allemands. Voilà comment a été cassé le boycott juste de la communauté juive contre l'antisémitisme. Et ça, c'est des documents, vous imaginez que si j'avais dit ça sans mettre des documents à l'appui, je serais déjà en prison. Donc, j'ai pas eu d'ennui, on ne m'a pas attaqué. C'est-à-dire qu'ils savent très bien, la stratégie, c'est le silence sur ces dimensions-là. Le mouvement sioniste a toujours, pour parvenir à ses fins, n'a jamais hésité à s'allier avec les antisémites. Donc, pas d'intimidation lorsqu'on accuse les antisionistes d'être des antisémites. C'est exactement l'inverse qui est montré historiquement. Et puis, troisième dimension, bien entendu que la question n'est en aucun cas le départ de ceux qui vivent sur place, etc. C'est la disparition d'un État qui, en lui-même, dans son fonctionnement, est un État raciste. Israël est un des rares États qui pose un principe religieux dans sa constitution, même pas dans sa constitution, puisqu'il n'a pas de constitution, et c'est un des rares, dans la loi de la nation, et c'est un des rares États qui considère qu'il n'a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières dans les textes juridiques israéliens. C'est dire que ça n'est pas le fait du hasard, c'est juste parce que cette région a une place particulière et qu'il s'agit de la contrôler. Nous sommes tous devant nos responsabilités. Est-ce que nous allons, dans les mois et les années à venir, être en mesure de continuer la mobilisation magnifique qu'il y a eu l'année dernière, ou est-ce que nous allons, et c'est leur stratégie actuelle, nous accoutumer au mal, banaliser ce qui est en train de se passer, et finir par ne plus réagir à l'annonce de ce génocide qui continue aujourd'hui. Merci.